Aujourd'hui. Merci à Anaïs Lacasse qui a accepté notre invitation de présenter ses travaux aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Alors voilà comment ça va se dérouler. Anaïs va faire une présentation d'environ 30-35 minutes. Ce sera suivi d'une période de questions. On vous demande de poser vos questions en micro ouvert. Donc, notre technicienne qui nous assiste aujourd'hui va vous permettre d'ouvrir votre micro pour poser vos questions. Et je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Alors, Anaïs, je te cède la parole. Merci beaucoup, Carole. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis bien contente de venir vous parler aujourd'hui de sexe et de genre, justement. C'est une thématique très intéressante dans cette journée des femmes. Je vais venir vous parler d'un projet qu'on a fait où on a développé un indice de genre grâce aux données de l'ESCC, soit l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes. Donc, quelques petites questions pour vous. Est-ce que vous êtes la principale personne responsable des soins à donner aux enfants? Ou êtes-vous le pourvoyeur principal de votre ménage? Ou si je vous demandais, est-ce que vous vous identifiez comme une personne masculine, féminine, à la fois masculine et féminine, ou ni l'une ni l'autre? Ou finalement, travaillez-vous dans un domaine typiquement féminin, comme les sciences infirmières? Eh bien, toutes ces questions qui sont liées au genre et associées au rôle, au comportement, expression et identité des personnes sont importantes à considérer en recherche. Aujourd'hui, je viens vous entretenir de sexe et de genre sans prétention. Je suis une chercheure dans le domaine de la douleur chronique en épidémiologie où je veux intégrer les notions de sexe et de genre dans mes recherches, mais je ne suis pas une experte de sexe et de genre, donc je tiens à vous le dire d'emblée. En fait, je pense que c'est bien connu dans le domaine de la santé où je travaille que c'est important de considérer non seulement le sexe biologique, mais aussi le genre. C'est plus en plus reconnu. Mais c'est que récemment que j'ai mis un pied finalement dans ce domaine-là en 2017. On avait l'intention de soumettre une demande de financement aux Instituts de recherche en santé du Canada, aux IRSC. Et pour soumettre, on devait fournir la preuve qu'on avait fait les modules de formation des IRSC sur l'inclusion du sexe et du genre en recherche, qui sont notamment très bien faits, si jamais vous les avez pas faits. Et puis, avant, j'avais l'habitude, étant donné que je travaille avec des données existantes, de dire oui, le sexe est mesuré dans mon étude. Le genre, par contre, n'est pas présent dans ma base de données, n'a pas été mesuré, donc il ne sera pas considéré. Mais quand j'ai vu ces modules de formation-là, j'ai appris que certains auteurs avaient développé des indices de genre et c'est depuis 2017 que j'ai eu un intérêt particulier. Parfois, comme chercheur, c'est stressant de sortir de notre zone de confort puis marcher vers l'inconnu, mais je dirais que ce projet-là, depuis 2017, m'a ouvert bien des horizons. Puis, je suis contente de venir vous en parler aujourd'hui. Puis, je dirais même que maintenant, toutes les questions de sexe et genre par rapport à la douleur chronique et son traitement font partie intégrante de mes recherches. Et je suis bien contente d'avoir mis ce pied-là vers l'inconnu. Donc, quelques définitions pour ceux qui sont un petit peu moins familiers. Donc, définition des IRSC. Quand on parle de sexe, on va parler des attributs biologiques qu'on retrouve chez les humains et les animaux, des caractéristiques qui sont physiques, chromosomes, tout ce qui est les gènes, les hormones, l'anatomie. Eh bien, on va parler de sexe et habituellement, on va le définir de façon dichotomique, mâle-femelle. Quand on s'intéresse plutôt au genre, ça va être quelque chose de plus social. On va parler de rôle, de comportement, d'expression et d'identité des filles, des femmes, des garçons, des hommes et des personnes de diverses identités de genre. Puis, ces rôles, comportements, expressions et identités-là vont venir influencer la perception qu'ont les gens d'eux-mêmes, d'autrui, leur façon d'agir et d'interagir dans notre société. Ça va venir influencer toute la répartition du pouvoir et des ressources. Et par conséquent, important d'en tenir compte en recherche.
Donc, il y a différentes définitions, bien sûr, de genre qui existent, mais il y avait des construits de genre qui ont été proposés par Johnson qui, quand j'ai lu ces construits-là, pour moi, c'est devenu un petit peu plus concret. Bien sûr, dans la littérature, il y a une panoplie de définitions qui existent, mais je vous présente, là, selon Johnson, 4 construits qui, quand je les ai lus, moi, je les ai trouvés bien parlants. Donc, c'est le fun pour ceux qui sont moins familiers avec le genre d'entendre ces définitions-là. Donc, quand on va parler d'identité de genre, c'est vraiment comment la personne se perçoit. Donc, on parle d'identité de genre non-binaire, cisgenre, transgenre. Donc, il y a de multiples possibilités. Donc, c'est comment on se perçoit. Ce n'est pas nécessairement la même chose du sexe qu'on a eu à la naissance. Il y a aussi les rôles de genre. On va parler des normes comportementales qu'on applique aux hommes et aux femmes. Donc, par exemple, stéréotypement, dans notre société, les hommes sont censés agir de la façon X. On peut parler même de l'expression vestimentaire. Donc, par exemple, le rose, c'est fait pour les femmes. Tout ce qui est les manières, donc un lien avec les rôles de genre et comment les normes comportementales ou l'expression sont agissent finalement. Tout ce qui est les relations de genre, donc comment les individus interagissent les uns avec les autres, puis comment ils sont traités. On pense, par exemple, des interactions de travail, les interactions qu'il peut y avoir au sein d'une famille. Et on va aussi parler de genre institutionnalisé, c'est-à-dire comment le pouvoir et l'influence sont répartis entre les hommes et les femmes. Les rôles familiaux, disparités financières, tout ce qui est ségrégation professionnelle là, dans le milieu de travail. Donc, on voit que le genre, c'est assez large et qu'il est possible de le séparer, si je peux dire, en différents construits. Donc, aller mesurer l'identité de genre versus les rôles de genre, on n'ira pas nécessairement mesurer la même chose. Une infographie que je trouve bien intéressante, c'est le Genderbread Person qui permet pour quelqu'un qui est moins familier d'un peu séparer ça, l'identité de genre, l'expression de genre, le sexe biologique ou même l'orientation sexuelle, où on voit que l'identité n'est pas nécessairement la même chose que le sexe ou l'expression. Je la trouvais intéressante à vous présenter. Donc, il y a une attention grandissante envers la mesure et la considération du sexe et du genre en recherche, puis probablement que vous le savez déjà. Dans le domaine de la santé, le genre est un déterminant reconnu, déterminant social de la santé. Donc, même si c'est reconnu depuis de nombreuses années, je dirais qu'en pratique, ce n'est pas appliqué de façon systématique. On voit encore des gens qui soumettent des demandes de subvention ou qui publient des papiers où le sexe et le genre sont utilisés de façon interchangeable comme terme, tout particulièrement en anglais. Là, on a longtemps utilisé le terme gender quand finalement c'était plutôt le sexe qui était mesuré. Donc, il y a une confusion à ce niveau-là. Donc, même si c'est de plus en plus reconnu dans la littérature, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Pourtant, c'est important dans le domaine de la santé, mais aussi en sciences sociales, en fait, dans tous les domaines, c'est important de s'intéresser au sexe et au genre. Du côté des maladies, donc le genre peut affecter les symptômes physiques, par exemple l'expérience douloureuse. Là, je suis en douleur, donc je donne bien ça, cet exemple-là. Tout ce qui est comportement de santé, choisir d'aller se faire vacciner, être adhérent à son traitement, utiliser des drogues, les stratégies d'ajustement comme le coping par rapport à sa maladie chronique, par exemple, les attentes par rapport au traitement ou même les effets secondaires des médicaments. Donc, on voit que si le genre peut affecter toutes ces choses-là, eh bien, il faut mesurer le sexe, et non seulement le sexe, mais aussi le genre en recherche pour bien comprendre tous les déterminants sociaux de la santé, pour comprendre l'évolution des maladies, puis aussi les effets des traitements. Quelques exemples. Donc, on parle, par exemple, d'arthrose du genou. Sur le plan biologique du sexe, eh bien, les femmes sont plus à risque de se blesser en raison de l'anatomie de leurs genoux, de leurs hanches. Mais sur le plan du genre, peu importe qu'on soit une femme ou un homme, le fait de porter des talons hauts peut augmenter le stress sur le genou et donc placer à plus grand risque d'avoir de l'arthrose du genou. Donc, ce qui démontre qu'à la fois biologiquement, mais aussi au niveau de l'expression du genre, le choix de porter ou non des talons hauts, peu importe quel est notre sexe à la naissance, peut avoir un impact sur nos facteurs de risque. Un autre exemple ici, donc indépendamment du sexe, le genre est associé à des facteurs de risque cardiovasculaire. On pense notamment à l'hypertension, le diabète, les antécédents familiaux de symptômes dépressifs, les symptômes anxieux. Puis, il y avait aussi une association entre les scores de genre et les problèmes de santé graves comme les récidives de syndrome coronarien aigu.
On parle bien sûr de COVID, c'est la période, tout le monde en parle, même dans le risque de développer la maladie, il peut y avoir des exemples de normes ou comportements de genre qui sont associés au risque de COVID et qui sont différents chez les femmes et les hommes, comme le lavage des mains, la recherche tardive de soins de santé, le fait de rejeter l'isolement social ou les obligations sociales. Donc, je pense que bon, les gens le savent, il y a une pertinence à mesurer à la fois le sexe et le genre. Eh bien, maintenant, voyons voir comment on fait pour mesurer. Donc, la mesure du sexe, c'est assez simple. Cette variable-là est généralement incluse dans toute bonne étude clinique ou épidémiologique, ou même dans le contexte des participants d'aujourd'hui, dans toute bonne étude quantitative, sociale ou qualitative, on va aller s'intéresser au sexe et c'est facile à les mesurer. Dans le domaine du côté du genre, eh bien, quand on fait des collectes de données prospectives, donc je fais une nouvelle collecte de données, eh bien, je peux aller mesurer des variables qui sont liées au genre, par exemple des variables qui sont liées au travail, aux soins offerts aux enfants ou même à la charge mentale ménagère. Je peux aussi utiliser des échelles auto-administrées validées pour mesurer différents construits de genre. Donc, il y en a diverses disponibles dans la littérature. Certaines d'entre elles sont critiquées, mais quand même, il y a quelques options là, pour les échelles auto-administrées de genre. Toutefois, quand on est un chercheur en santé des populations qui travaille avec des bases de données existantes qui ne contiennent pas de mesures de genre, parce que ces bases de données-là n'étaient pas conçues à des fins de recherche, bien, on peut se frapper à un défi. Puis là, des banques de données existantes, je donne par exemple les bases de données médico-administratives, là, comme RAMQ, Medeco, les données d'enquête comme le SCC. Donc, c'est dans ce contexte-là où on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos données existantes? Puis, on a vu dans la littérature que diverses approches ont été proposées pour dériver des indices composites de genre. Ce que je veux dire par composite, c'est qu'on met plusieurs variables ensemble, puis on calcule un score unique qui est composé finalement des différentes variables qui nous intéressent. Eh bien, il y a différents auteurs qui ont proposé différentes approches pour développer des indices de genre. Puis, ce genre d'approche-là a été mise de l'avant dans le module de formation des IRSC, celui qui s'intéresse un petit peu plus à l'analyse de grandes bases de données. Et c'est ça qui a mené notre projet parce que je suis une des chercheurs de la table de travail de la cohorte Torsade. Donc, la cohorte Torsade, c'est une infrastructure de recherche mise sur pied par l'unité de soutien à la SRAP du Québec, SRAP étant stratégie de recherche axée sur le patient. Et donc, la cohorte Torsade est une combinaison de l'ESCC, des bases de données de la RAMQ et du ministère Medeco, et aussi de données démographiques de l'Institut statistique du Québec. Puis, au niveau des chercheurs de la table de travail Torsade, dans le fond, il y a plusieurs équipes qui travaillent, par exemple, obésité, santé mentale. Eh bien, moi, je fais partie de l'équipe qui s'occupe du volet douleur chronique. Dans ce contexte-là, on voulait mesurer le genre. Donc, on s'est dit comme première étape, avant de répondre à nos questions de recherche sur quelles sont les trajectoires de soins des gens qui vivent avec la douleur chronique, eh bien, on a fait un projet qui visait à développer et valider un indice composite de genre grâce aux données sur l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes, qu'on a appelé le Gender Index. Puis, le but était bien sûr ensuite de pouvoir réaliser une analyse comparative fondée sur le sexe et le genre par rapport aux trajectoires de soins en douleur chronique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a commencé par regarder tous les questionnaires de l'ESCC et d'identifier toutes les variables qui pourraient, de près ou de loin, être liées au genre. Puis là, c'est suite à, bien sûr, une compréhension du modèle de Becker, les différents exemples et définitions qui ont été fournis par Johnson. Je vous l'ai présenté tantôt, là, les construits de genre. On a fait aussi une revue des variables qui ont été considérées dans les autres études qui ont développé des indices de genre composites grâce à des données existantes. Puis, basé là-dessus, dans le fond, 3 membres de l'équipe sont arrivés à un consensus pour une espèce de bassin de variables qui pourraient être liées au genre et qui sont disponibles dans le SCC. Le SCC, je vous disais que Torsade était une combinaison ESCC-RAMQ. Eh bien, le SCC, bien sûr, est beaucoup plus riche en termes de sociaux, variables sociales, variables démographiques que la RAMQ. Donc, principalement, nos variables, on a été les chercher dans le SCC.
Donc là, vous n'avez pas le tableau complet. Là. Le tableau complet est dans l'article, mais en gros, nous en sommes arrivés à 19 variables candidates qui avaient été mesurées dans tous les cycles de CC qui sont dans la cohorte torsade et qui avaient moins de 15% de données manquantes. Et par la suite, dans le fond, on a pris ces variables-là qui étaient potentiellement liées au genre et on les a intégrées dans un modèle de régression logistique multivariable qui avait comme variable dépendante le sexe biologique, mâle et femelle. Donc, quand on fait une régression logistique dans SAS, on peut ajouter une commande additionnelle qui nous fait sortir une nouvelle variable qui est le propensity score, le score de propension, ou je ne sais jamais la bonne traduction en français, là, ou score de propensité, en tout cas. Score de propension, on peut l'obtenir. Donc, finalement, chaque individu de la base de données, selon ses réponses aux différentes variables liées ou potentiellement liées au genre, se retrouve avec une probabilité d'être une femelle, donc au niveau biologique. Cette approche statistique-là a été inspirée de l'approche de Pelletier et collaborateurs en 2015. Donc, finalement, avec notre score de propension, qui était la nouvelle variable créée dans la base de données basée sur la régression logistique, on a la probabilité conditionnelle qu'un participant soit femelle considérée toutes ces autres caractéristiques et finalement, cette probabilité-là, qui s'étend de 0 à 100, et notre indice de genre. Donc, le gender index s'étend de 0 à 100 ou plus c'est élevé, plus la personne va avoir des caractéristiques féminines. Nous, on avait beaucoup de participants là, dans notre étude, donc on a inclus toutes nos variables potentiellement liées au genre. On a quand même fait des analyses de sensibilité, à savoir si jamais, par exemple, on utilisait un modèle backward elimination pour le choix des variables, donc si jamais on retirait certaines variables ou non, on a fait différentes analyses de sensibilité. Donc là, vous allez peut-être me dire, bon, comment ça, vous utilisez le sexe comme variable dépendante dans un modèle qui vise à créer un indice de genre? Eh bien, le sexe et le genre, c'est différent, mais c'est très lié. Et les auteurs le démontrent. Puis, il y a certains auteurs qui ont démontré, quand ils ont développé un indice de genre, que même si le sexe est utilisé pour créer le score composite, les deux variables sont liées, bien sûr, on s'y attend, mais partiellement indépendantes dans l'analyse. C'est ça qu'on veut faire avec le genre. On veut aller au-delà du sexe biologique, de comment un homme ou une femme, une fille ou un garçon ont été élevés dans notre société. On veut aller au-delà de ça et aller capturer quelque chose de plus. Donc, on peut se dire que même si l'indice de genre est basé ou a été construit avec le sexe biologique comme variable dépendante dans le modèle, eh bien, on va, si jamais on réussit à trouver qu'ils sont quand même indépendants dans nos analyses, on va pouvoir se dire que notre indice mesure quelque chose de supplémentaire. Donc, on a calculé notre indice de genre, puis on s'est penché sur différentes approches pour le valider. Puis là, bien sûr, on a des données existantes. On ne peut pas tout faire. On n'a pas nécessairement des talons d'or dans notre base de données. Mais quand même, on s'est intéressé à la validité apparente de l'indice, à quel point les éléments ou les composantes de l'indice semblent refléter le concept qui est à mesurer. On s'est intéressé aussi à la validité conceptuelle, c'est-à-dire à quel point les scores de l'indice sont cohérents avec nos hypothèses. Est-ce que le score est associé avec les scores ou les mesures de notre variable, de notre instrument? Est-ce qu'il y a des différences au niveau de groupes dans lesquels on s'attend qu'il va y avoir des différences? Donc, sur le postulat que l'indice mesure vraiment ce qui est censé mesurer. Donc, au niveau de nos résultats, donc, dans le SCC, les variables liées au travail sont seulement mesurées chez les 18 à 50 ans et grâce à différents essais et erreurs, on a découvert que dans l'indice de genre, tout ce qui était lié au travail était vraiment important. Puis on peut juste penser à comment les pouvoirs, tout ça s'est réparti dans la société. Bon, on a beaucoup plus souvent des femmes qui vont rester au foyer que des hommes. Les types d'emploi peuvent être différents et par conséquent, on a, malgré que notre indice a été calculé seulement chez les travailleurs, trouvé important d'inclure les caractéristiques du travail dans notre indice. Donc, l'étude, on est parti des 60 791 participants de la cohorte torsade et on en est venu à 29 470 participants qui avaient travaillé au cours des derniers mois, qui étaient âgés de 18 à 50 ans, puis qui n'avaient pas de données manquantes pour aucune des variables qui est incluse dans l'indice de genre. Au niveau de notre échantillon, c'était assez bien réparti.
Au niveau du sexe, dans la cohorte, les gens étaient âgés en moyenne de 40 ans. Une grosse majorité était de race ethnie blanche. Et au niveau d'éducation, c'était relativement bien réparti, mais quand même avec une majorité de gens qui avaient atteint leur secondaire 5. Donc, pour la validité apparente, on s'est demandé est-ce que chacune des variables qui sont incluses dans notre indice, eh bien, est-ce qu'elles ont un lien avec l'indice lui-même? Donc, dans le fond, pour l'entièreté des variables qu'on inclut pour le calcul de l'indice, eh bien, il y avait une association qui était trouvée avec l'indice lui-même versus la variable, sauf pour une variable, c'était le fait d'être propriétaire ou locataire du lieu où on habite. En gros, si toutes les variables sauf une étaient associées, ça veut dire qu'elles étaient pertinentes à la création de l'indice. Puis les plus importantes, comme je vous disais, tout ce qui est le type d'employeur, le type d'occupation, avoir une pension alimentaire comme principale source de revenus du ménage et le nombre d'heures travaillées par semaine étaient les variables les plus importantes qui avaient un plus gros poids là, dans notre indice. C'est pourquoi on a décidé de faire l'indice seulement chez les travailleurs. Maintenant, pour le premier aspect de la validité conceptuelle, on a pris l'indice, donc qui est un score continu entre 0 et 100. Et ici, vous avez la proportion de participants qui avaient différents scores. Donc, en principe, c'est comme deux histogrammes superposés. Le foncé, c'est l'histogramme des hommes. Le pâle, c'est l'histogramme au niveau des femmes. Donc, ce qu'on peut tirer de ce schéma-là, c'est que le sexe et l'indice de genre étaient liés. Par contre, ils sont indépendants parce que les courbes sont que partiellement superposées. Parce que si jamais on avait eu une complète superposition, dans le fond, ça aurait été problématique. Mais dans ce cas-ci, les courbes sont que partiellement superposées. Et il y a une grande variabilité des scores à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc, si on prend par exemple les femmes, on voit qu'il y en a ici qui atteignent un score très féminin, on en a qui atteignent des scores plus masculins avec finalement la majorité des femmes qui atteignent des scores entre 40 et 89 là, sur 100. Tandis que pour les hommes, encore une fois, on a une majorité ici qui vont avoir des scores très masculins, mais quand même, on en a qui atteignent des scores très féminins. Donc, on voit que l'indice va venir capturer quelque chose qui est différent du sexe. Au niveau du deuxième aspect de validité conceptuelle, on s'est penché sur la proportion de femmes dans chacun des groupes formés par la catégorisation de l'indice de genre tertile. Donc, on a pris l'indice de genre de 0 à 100, donc toutes les personnes ont un indice. On a calculé, au lieu de calculer les quartiles, diviser l'échantillon en 4 parts égales, on l'a divisé en 3 parts égales. Et dans chacun de ces groupes-là, on a calculé la proportion de femmes. Donc, il y avait 48 % de nos femmes qui étaient dans le troisième tertile en termes d'indice de genre et on en avait quand même une proportion qui était dans le premier tertile. Donc, on voit encore une fois que c'est assez bien distribué. Donc, ce n'est pas comme si toutes nos femmes avaient toutes eu des scores très féminins, puis que tous nos hommes avaient tous eu des scores très masculins. Donc, encore une fois, un indice supplémentaire comme quoi l'indice de genre va mesurer quelque chose qui est au-delà du sexe. Au niveau de la validité conceptuelle, une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré les associations entre notre indice de genre puis des variables qui sont présumées liées au genre, mais qui n'ont pas été incluses dans notre indice. Puis pourquoi ils n'ont pas été incluses, c'est qu'ils n'avaient pas été mesurés dans tous les cycles de ECC de la cohorte torsade et qu'on n'a pas pu les inclure. Donc, par exemple, choisir ou éviter certains aliments pour des raisons de poids corporel. Je pense que si je vous demandais est-ce que c'est plus féminin ou masculin de faire ça, bien, je pense que vous auriez probablement toute la même réponse que moi. Donc, on s'est demandé est-ce que cette variable-là est associée à notre indice de genre? Et en effet, là, cette variable-là est associée à des caractéristiques plus féminines selon notre score. Avoir les soins à donner aux enfants comme principale source de stress qui peut autant être chez les hommes, chez les femmes, mais plus fréquemment chez les femmes, encore une fois, est associé avec des caractéristiques plus féminines, et aussi avoir une plus grande capacité à gérer les problèmes inattendus et difficiles, selon la littérature, serait une
qualité qui serait plus masculine. Et donc, quand on comparait cette variable-là à notre indice de genre, il y avait une association également. Fait que dans le fond, c'est tous des indices qui, ensemble, nous proposent que notre indice a de l'allure. Donc, à notre connaissance, on est la première étude qui a créé un indice composite de genre à l'aide des données de l'ESCC. Donc, il y avait 12 auteurs qui en ont fait auparavant, mais pas avec l'ESCC, en tout cas à notre connaissance. La validité d'un indice peut être définie comme la mesure dans laquelle toutes les preuves de différents petits tests qu'on a faits appuient notre interprétation prévue des scores. Puis en ce sens-là, nos résultats suggèrent que le Gender Index pourrait être utilisé pour renforcer la capacité des chercheurs qui utilisent les données de l'ESCC à réussir à faire des analyses comparatives fondées sur le sexe et le genre quand on n'a pas malheureusement d'échelle auto-administrée. Donc, quand on a soumis notre papier, on a eu une belle question des reviewers. Donc, finalement, votre indice mesure quoi? Donc, on ne peut pas associer nécessairement notre indice à un seul construit de genre. Si j'avais à le définir, c'est un score composite multidimensionnel. Parce que si on s'intéresse aux variables qu'on a mesurées dans notre indice, puis à comment Johnson définit ces différents construits de genre, on voit que, par exemple, le statut marital peut autant être associé au rôle de genre, peut être associé au rôle de genre, mais aussi à l'identité de genre, que, par exemple, le groupe racial ou culturel peut être associé aux relations de genre, mais aussi au genre institutionnalisé. Donc, finalement, en considérant ces différentes variables-là, on vient capturer le genre de façon multidimensionnelle et pas uniquement un seul construit. Donc, les principales limites du projet, c'est que pour l'instant, ce qu'on a publié, c'était uniquement chez les travailleurs. On travaille avec des données existantes, c'était impossible de dresser le portrait psychométrique complet du Gender Index. On n'avait pas de mesure étalon, on n'avait pas une mesure auto-administrée de genre auquel on pouvait le comparer. L'évaluation de la validité du Gender Index devra bien sûr être poursuivie dans d'autres populations, dans des cycles plus récents de l'ESCC, mais aussi on a comme projet d'aller essayer de voir comment ça pourrait, si ça aurait de l'allure, si jamais on excluait les variables de travail, parce que pour l'instant, si jamais on s'intéresse aux personnes qui ne travaillent pas, eh bien, l'indice de genre a peu d'utilité à ce niveau-là parce qu'il inclut des variables liées au travail. Donc, en conclusion, l'analyse du genre à l'aide d'ensemble de données de santé publique existants est un sujet actuel en 2020-2021. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire quand on a l'occasion. Malgré les limites de notre étude, nos résultats appuient la valeur de l'indice de genre pour améliorer notre capacité à faire une analyse qui va tenir compte à la fois du sexe et du genre. Notre étude, bien sûr, fournit un exemple méthodologique parce qu'il y a probablement des chercheurs qui souhaitent créer des indices, qui voudraient peut-être, si jamais vous voulez travailler là-dessus, vous avez des questions, n'hésitez pas. On est prêt à partager là, notre expérience à ce niveau-là. Bien que des variables liées au genre peuvent être considérées dans les analyses, créer un indice composite de genre a plusieurs avantages sur le plan de l'efficience statistique parce que, vous allez me dire pourquoi toutes les variables que tu as incluses dans l'indice de genre, pourquoi pas toutes les considérer séparément? Oui, ça serait possible si votre N est infini, mais des fois, d'avoir une variable au lieu de 19, et là 19, mais chacun avait des variables indicatrices, donc c'est plus de 19 variables. Statistiquement, des fois, ça va faire baisser notre puissance de devoir toutes les considérer séparément. C'est le fun d'avoir un seul indice qu'on peut faire des tests au niveau des interactions avec le sexe. Donc, sur le plan statistique, avoir un indice, en fait, c'est tout le rationnel du score de propensité en recherche, eh bien, ça améliore notre efficience. Donc, en conclusion, le sexe et le genre sont des éléments importants à différencier et à mesurer pour mieux comprendre les déterminants sociaux de la santé, les potentielles inégalités, l'évolution des maladies, les comportements en termes de prévention, l'usage et l'impact des traitements. Tout ça dans le but de réduire les biais, augmenter la reproductibilité et l'efficacité en recherche, avoir une égalité dans les résultats scientifiques, augmenter nos opportunités de découverte et d'innovation. Donc, quelques références qui étaient dans
Dans la présentation, équipe de recherche, je voudrais remercier Gabriel Pagé, Manon Chouanière, Marc Doré, Bélikis Vissamgé, Hermine Nguena, Joël Katz, Oumar Sam, Alain Vanas et le groupe, bien sûr, du travail de la cohorte Torsade. Donc, le projet a été financé par les IRSC et l'unité de soutien. Puis, au niveau du laboratoire, là, les différents membres du labo, puis nos partenaires. Donc, merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la période de questions. Comme je vous disais au début, alors notre technicienne et ma collègue Kaina vont prendre le relais ici pour donner la parole aux personnes qui voudraient poser des questions. Oui, donc là, on a la première question de Suzanne Stock, pardon. Donc là, vous pouvez poser votre question, Suzanne. OK, merci. Mais premièrement, félicitations, c'est vraiment une belle étude. C'est très, très intéressant, les méthodes que vous avez élaborées et ce que vous avez fait. Mais ma crainte, c'est vraiment sur la validité de cet indice. Vous êtes limité par les variables qui existent déjà dans le ESSI. Et est-ce que c'est vraiment les variables qui distinguent le genre? Est-ce que c'est vraiment les variables qui sont une bonne mesure du genre, des éléments du genre, ou est-ce qu'on est en train de juste regarder des associations, mais pas nécessairement la mesure la plus intéressante pour tenir compte du genre? Vous êtes en mute. Merci pour votre commentaire, pour votre question. En fait, vous avez bien raison. On travaille avec ce qu'on a sous la main. Est-ce que c'est, si on avait à partir de zéro puis élaborer le questionnaire, est-ce que c'est ces variables-là, de cette façon-là qu'on irait les mesurer? Est-ce que c'est l'ensemble parfait de variables? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut se dire que dans le contexte de données existantes, on essaie de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Ou est-ce que c'est une mesure de tous les aspects liés au genre? Je ne pense pas, mais c'est déjà un premier pas pour aller voir est-ce qu'il y a des interactions, ouvrir des hypothèses pour des études prospectives. Donc, si jamais on trouve quelque chose OK, l'indice de genre, indépendamment du sexe, il est associé à une égalité, je ne sais pas, un accès à tel soin de santé qui est importante. OK, bien, on ira l'investiguer grâce à de futures études, mais je pense que c'est imparfait, mais c'est mieux que zéro. Dans le sens où souvent c'était ça, là, puis en fait, j'ai vu récemment là, pour des demandes de subventions, les gens écrivent « Ah, ben c'est pas disponible dans la base de données, on ne le considérera pas ». Donc, au moins, on va essayer de le considérer, mais est-ce que ça englobe tous les aspects? Non. On pense par exemple à, puisque là, c'est des anciens cycles de SCC, chez Statistique Canada, là, plus récemment, des questions un peu plus élaborées, par exemple, pour l'identité de genre. Mais pour ce qui est des cycles des ESCC plus anciens, il n'y avait pas nécessairement ça. Donc, l'identité de genre n'est pas nécessairement capturée dans l'outil, mais quand même, il y a certaines variables qui seraient des proxys, qui auraient des associations. Donc, on essaie de combiner ça à un seul score, mais qui malheureusement ne couvre pas tout. Merci. Il y en a d'autres qui veulent poser des questions? Oui. Marie-Claude. Marie-Claude. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Je me demandais, est-ce que vous êtes au courant d'initiatives ou est-ce que vous avez des suggestions pour ceux d'entre nous qui, par exemple, travailleraient avec des données RAMQ médicaux, mais qui ne seraient pas en lien avec le SCC? Parce que je pense que c'est très intéressant ce que vous avez réussi à faire via cet accès-là. Si jamais on n'a pas ces informations-là en main, est-ce qu'il y a des pistes à savoir qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour explorer les effets du genre?
Merci pour votre commentaire. En fait, c'est vraiment intéressant comme question parce que, bon, on sait que tout ce qui est socio-démographique dans la RAMQ, c'est très limité. Il y a quelques aspects qui peuvent être liés au genre. Je vous invite peut-être à lire le modèle de Becker où il y avait des composantes d'utilisation de soins de santé qui y apparaissaient liées au genre. Nous, on ne les a pas inclus parce que la cohorte torsade vise à étudier les trajectoires de soins, puis étant donné que les trajectoires de soins, c'est notre issue, notre outcome d'intérêt, on ne voulait pas inclure dans l'indice de genre notre outcome. Donc, mais je me souviens que dans le modèle, il parlait de certaines tendances en termes d'utilisation ou d'accès aux soins qui pouvaient être différentes selon le genre. Donc, j'aurais tendance à regarder la littérature puis d'essayer de, si je peux dire, ajuster de loin, mais créer un indice qui est très social avec la RAMQ, je pense que c'est peu faisable à cause de la nature des variables qu'il y a dedans. Parce que c'est ça, comme je disais au début, torsade, c'est le SCC, mais aussi le RAMQ. Puis finalement, dans notre exercice de priorisation des variables potentiellement liées, la RAMQ n'est pas ressortie. On a utilisé juste le SCC. Donc, avec la RAMQ uniquement, là, je pense que ça peut être difficile, mais c'est ça, en allant voir quelques variables qui seraient proxy, le type d'assurance, notamment, est lié au travail. Peut être lié au travail, donc avoir l'assurance privée versus publique au niveau des médicaments. Donc ça pourrait déjà être un semblant de proxy lointain qui pourrait être associé. Donc, il y a plusieurs de ce genre de variables-là qui pourraient être d'intérêt. Merci beaucoup. D'autres questions? Je serais curieuse de savoir s'il y a des membres de l'auditoire qui utilisent lors de collecte de données prospectives des instruments de mesure de genre, comme le BEM parce qu'on a utilisé le BEM dans une étude, puis quand vient le temps d'interpréter, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, je me demandais s'il y en a parmi vous qui en utilisent. Qu'est-ce que c'est le BEM? En fait, le BEM mesure supposément les rôles de genre, mais va aller mesurer des caractéristiques ou des comportements qui seraient stéréotypement plus féminins ou masculins. Mais je donne un exemple, là, être athlétique, sportif, sera associé aux hommes, mais je veux dire, de nos jours, le BEM est très, très vieux, donc je ne suis pas sûre que de nos jours, c'est plus masculin de faire du sport que féminin, là. Donc, quand vient le temps d'interpréter, donc on a fait un projet là, sur les effets secondaires des traitements douleurs, où on avait le sexe et le genre, puis les deux sortent associés, puis il y a une interaction. Quand vient le temps de l'interpréter, c'est vraiment dur. C'est finalement avoir des comportements stéréotypement masculins ou féminins, mais ça, c'est selon qui et à quelle époque. Il est très critiqué comme indice. Donc, on dit que, bon, la solution numéro 1, c'est faire un projet prospectif, mesurer le genre comme on veut, mais même quand vient le temps de le mesurer, ça peut être difficile à interpréter. Donc, j'étais curieuse s'il y en a parmi vous qui utilisaient ce genre d'indice-là quand on fait de la collecte de données prospective. Donc, on va demander à Robertson, puisqu'il veut vous poser une question. Tout à fait. Robertson? Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Une petite préoccupation toutefois. Est-ce que votre indice ne comporte pas un biais de mesure, dans la mesure où il est construit sur un profil populationnel où un certain groupe ethnique est surreprésenté? Ne faudrait-il pas parler d'un indice de genre pour les Caucasiens, tout simplement? En fait, vous avez bien raison. Là, dans notre échantillon, même, on aurait aimé, par exemple, inclure la variable appartenance à un groupe autochtone. On n'a pas pu parce qu'il y avait trop peu de représentants. Parce que là, c'est le SCC, mais c'est seulement certains cycles. C'est les variables qui sont mesurées au Québec parce que ce pas toutes les mêmes variables qui sont mesurées partout dans le Canada. Donc, ça devient un échantillon plus restreint. On n'avait pas de représentants communauté autochtone, groupe ratio, justement, peu de représentants de minorités culturelles. C'est certain que nous, bon, les données de l'ESCC, on travaille parfois avec les poids. Donc, le SCC a
fait des échantillonnages où on peut tenir compte des poids pour que ça représente bien, par exemple, la population québécoise ou canadienne. On a travaillé avec les poids dans notre étude, mais c'est clair qu'en termes de représentativité, en fait, comme à peu près tous les sondages, là, je fais des études en douleur chronique sur le web, puis on essaie de recruter, puis on a toujours très peu de représentants de minorités culturelles dans nos échantillons. C'est plus difficile grâce aux méthodes de recrutement à grande échelle. Il faudrait certainement aller faire des études plus ciblées. Donc, justement, on est en train de travailler à la planification d'un projet où on fait un des volets de l'étude avec les données de torsade et aussi on ajoute un volet qualitatif pour aller chercher justement des personnes de minorité de genre, des personnes de minorité culturelle dans notre échantillonnage, justement parce qu'on n'est pas capable, grâce aux données de sondage, d'aller avoir quelque chose de représentatif. Puis on sait que ça peut interagir, c'est reconnu, là, le genre, le sexe, le genre va interagir avec le revenu, va interagir avec le groupe racial ethnique et par conséquent, c'est très important d'aller complémenter les données de sondage. Merci. D'autres questions? En fait, il y a une collègue de Anaïs qui voudrait intervenir. Bilkis. Alors, est-ce que Bilkis, vous pouvez peut-être lever la main, puis ensuite on vous donne la possibilité d'intervenir. Bonjour. Bravo Anaïs. Bonjour Bilkis, ça va bien? Très bien, c'est un superbe projet, un superbe travail, une réflexion que j'ai beaucoup appréciée, partagée avec toi et l'équipe. Et dans le cadre de la dernière question, justement, j'allais intervenir à ce propos et le collègue en question a intervenu juste avant moi. Effectivement, quand on parle d'intersection dans les différents déterminants sociaux de la santé, tel que Anaïs, tu l'as présenté de façon très éloquente au début de ta présentation, il nous faut travailler maintenant à justement collecter les bonnes données pour pouvoir avoir une meilleure idée de ce que le genre veut dire. Et dans la donnée sexe, il est vrai que maintenant, on n'a pas juste la forme binaire non plus. On va avoir aussi des options où les personnes vont pouvoir répondre autre. Et de plus en plus, on aura, je pense, cette case qui va être cochée, c'est une bonne chose, qui permet donc aux personnes. Et là, on aura des intersections entre une autre forme d'association autre que binaire dans l'option sexe et identité de genre selon l'orientation sexuelle, plus les autres dimensions. Et c'est vrai que maintenant, avec le pourcentage de la population canadienne qui augmente en ce qui concerne les pays de naissance, les pays d'origine, les statuts d'immigration. On ne peut plus maintenant s'arrêter juste à certaines des variables. Déjà, c'est compliqué, comme tu l'as bien mentionné, Anaïs. Donc, on a déjà, je pense, tout un travail qui est bien préparé pour nous à rajouter ces divers éléments. Et je crois que tu as une de tes dernières diapos où tu as montré les différentes flèches dans les mesures composites vont pouvoir être certainement enrichies. Alors, merci encore pour ta très belle présentation, Anaïs. Et je crois que la question de la diversité, maintenant, sera très importante à considérer. Merci, Bilkis. Puis j'en profite avec une question parce que même si, par exemple, nos questions sont de plus en plus culturellement sécuritaires, je veux dire, on est capable d'aller mesurer justement l'identité de genre dans les questionnaires. Les gens le font de plus en plus. Dans les grands sondages, il y a quand même une très faible minorité de personnes qui vont s'identifier à un genre qui n'est pas leur sexe à la naissance, ce qui fait que sur le plan quantitatif, on aimerait bien faire des analyses de sous-groupes, aller faire des tests, mais c'est impossible parce que nos N sont trop petits. Donc, si on avait, par exemple, un projet
prospectif où je développe le questionnaire de mes rêves. Bon, je vais aller mesurer l'identité de genre, mais quels autres aspects, quelle serait la bonne façon d'aller mesurer toute c'est tellement multifactoriel, le genre, c'est très social, il y a plusieurs aspects. C'est quoi la meilleure mesure ou quelles sont les meilleures mesures? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu passer des beaux exemples méthodologiques, là. Donc, c'est un défi dans les mesures. C'est un défi de mesurer le genre dans les données existantes. Et je pense que c'est un défi dans la collecte de données prospectives également. C'est vrai, puis aussi, je crois que ce que tu as lancé comme perche à Statistique Canada, j'espère sera entendu, parce qu'il y a de plus en plus, je crois, cette réflexion qui se fait, puis cette sensibilité à toute la question de la diversité et de l'inclusion. Donc, je crois que ce que tu as présenté, puisque les autres chercheurs ont fait dans les travaux que tu as présentés, vont nous permettre de réfléchir un petit peu plus, parce que c'est vrai que l'échelle de BEM, par exemple, est vraiment désuète maintenant. Elle ne peut pas correspondre à la diversité avec laquelle on vit. Et les conséquences, par exemple, sur la douleur, la conséquence sur les maladies chroniques, il y a tellement d'associations avec une multitude de variables qu'on se doit d'aller plus loin, effectivement. Merci. Oui, je pense bien que Statistique Canada va se sentir interpellé avec le questionnaire de tes rêves. J'aimerais bien ça aussi en savoir davantage. Donc, on va certainement suivre ces développements-là qui sont très, très pertinents et très intéressants. Alors, je vais tous vous remercier. Merci Anaïs, encore une fois. La présentation, le PowerPoint sera disponible sur notre plateforme. L'enregistrement également, si vous voulez inviter des personnes à le visionner. Et puis, je vous invite à notre prochain midi webinaire, c'est le 16 mars. Ce sera Yann Descaries de HEC Montréal qui parlera du bilan de COVID-19, le bilan de surmortalité au Québec et en Colombie-Britannique, donc une comparaison. Alors, il y a ce prochain webinaire-là, le 16 mars. Il y en a un autre plus tard au mois de mars. Alors, suivez-nous sur nos différentes plateformes. Merci à tous et toutes de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci Anaïs et bonne fin de journée. Merci. Merci Carole, merci.